Merci beaucoup, Madame la Présidente, et permettez-moi avant tout de vous remercier de m'accueillir à nouveau au sein de cette commission des lois pour défendre cette proposition de loi au nom du groupe de La République En Marche, après l'avoir déjà fait ici même en première lecture. Je me réjouis de constater que l'examen de ce texte, que nous avons présenté il y a plus d'un an avec Jean-Charles Colas-Roy, aujourd'hui rapporteur, que l'examen de ce texte donc se poursuit. Je souhaite pour autant que la navette ne s'éternise pas et que nous puissions, avec nos collègues sénateurs évidemment, parvenir à un compromis, à un bon compromis qui augure prochainement d'une adoption définitive. Si je partage évidemment le point de vue défendu à l'instant par le rapporteur Jean-Charles Colas-Roy, qui a souligné la nécessité de revenir à ce stade aux principales dispositions du texte qui a été voté par notre Assemblée le 19 février dernier, il n'est pas interdit non plus de considérer le travail législatif fait par le Sénat pour tenter de trouver la voie d'un accord. Et vous savez combien je suis attaché à ce qu'on trouve toujours les voies d'un accord. Je ne reviendrai pas, mes chers collègues, sur le contexte particulièrement préoccupant qui nous a amenés à vous proposer cette proposition de loi. Jean-Charles l'a fait. Je la remettrai en revanche en perspective par rapport aux modifications qui ont été introduites par le Sénat. Nous avons la volonté, dans la lignée des objectifs qui ont été annoncés par le Président de la République, de sensibiliser 80% de la population d'ici 10 ans aux gestes qui sauvent, et en particulier au massage cardiaque, et de créer, en nous inspirant des lois qui existent ailleurs, du bon samaritain, un statut du citoyen sauveteur afin de protéger la personne qui porte secours à toute autre personne en situation d'urgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire. Cette ambition s'est illustrée dans le titre adopté en première lecture, qui, je le rappelle, visait à créer le statut du citoyen sauveteur, à lutter contre l'arrêt cardiaque et à sensibiliser aux gestes qui sauvent. Le Sénat a préféré un intitulé plus général, plus englobant, visant à encourager la participation des citoyens au premier secours. Nous tenons à nous concentrer sur la situation particulière de l'urgence vitale et à préciser la nature exacte des gestes que le sauveteur doit effectuer dans l'attente des secours professionnels. Notons toutefois avec satisfaction que le Sénat lui a maintenu la qualité de collaborateur occasionnel du service public, validant ainsi le choix de consolider dans la loi le régime de responsabilité qui lui est applicable, ce statut ayant vocation à s'appliquer d'une manière générale aux personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels et bénévoles. L'apprentissage de ces gestes, quant à lui, doit faire l'objet d'une sensibilisation tout au long de la vie. Nous l'avions prévu dès l'école primaire et à chaque moment clé de la vie. Nous vous proposons de réintroduire la plupart de ces dispositions. Certaines d'entre elles ont été écartées à bon escient par le Sénat. Nous en discuterons lors de l'examen des amendements. Je rappelle néanmoins qu'aujourd'hui, les pays anglo-saxons et scandinaves présentent un taux de survie de 20 à 40% de victimes d'un arrêt cardiaque inopiné, contre seulement 5 à 7% de taux de survie dans notre pays. Pourquoi ? Eh bien, justement parce que notre pays compte un tiers de Français uniquement qui sont sensibilisés aux gestes qui sauvent, alors même que la formation au premier secours a été déclarée grande cause nationale en 2016. Avec 40 000 à 50 000 décès chaque année, la mort subite est une cause de mortalité, rendez-vous compte, qui est 10 fois supérieure aux accidents de la route. C'est un enjeu de santé publique majeur, et face à cet enjeu majeur de santé publique, chaque minute compte, ce que mentionnait d'ailleurs la sénatrice Catherine Tremblay dans son rapport au Sénat. Le pire dans ce type de situation est de ne rien faire, et c'est certainement ce constat aussi qui avait amené notre collègue sénateur Jean-Pierre Decool à travailler pour l'instauration d'une obligation pour les établissements relevant du public à disposer d'un défibrillateur. L'aggravation à ce sujet des sanctions pénales en cas de dégradation des défibrillateurs posées par notre texte a été conservée par le Sénat et je m'en réjouis. Mes chers collègues, je forme le souhait que cette proposition de loi puisse rapidement être adoptée afin d'entrer en application. Ce texte est le résultat d'un travail important qui a été mené avec les différents groupes parlementaires, qui a été mené aussi avec les services de l'État, les associations, les professionnels du secourisme.
Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas les décevoir. Et avec votre soutien, nous parviendrons évidemment à augmenter le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque inopiné. Je vous remercie.